Mes parents n'ont pas hurlé, ne se sont pas disputés et n'ont même pas eu l'air honteux, ils se sont simplement assis en face de moi et m'ont dit calmement qu'ils allaient augmenter mon loyer à moins que je ne devienne la nounou bénévole de ma sœur. 4 heures tous les soirs, 2 week-ends par mois, ils appelaient ça aider la famille. J'appelais ça par son vrai nom, de la coercition déguisée en obligation. La plupart des gens s'effondrent lorsque leurs propres parents les coincent de la sorte, mais moi, quelque chose en moi s'est cristallisé, silencieux, froid et définitif. Ils pensaient que je plierais comme je l'avais toujours fait, ils n'avaient aucune idée que je planifiais déjà ma sortie ni de ce que j'avais découvert la veille. Je m'appelle Camille Leroy, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru avoir mis assez de distance avec ma famille pour respirer, pas pour m'échapper, juste assez d'espace pour sentir que mes choix m'appartenaient. Il y a 6 ans, lorsque j'ai emménagé dans le petit appartement que mes parents possédaient en banlieue parisienne, cela semblait pratique, un loyer abordable, proche de mon travail à la Défense, mon propre petit coin de paradis. Je l'avais meublé petit à petit, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, le tapis moelleux pour lequel j'avais économisé, le miroir ancien chiné aux puces de Saint-Ouen, ce n'était pas le grand luxe, mais c'était à moi, ou du moins le croyais-je. En grandissant, ma famille s'est toujours présentée comme chaleureuse et fonctionnelle, des photos de vacances alignées dans le couloir, des pulls assortis à Noël, ma mère insistant sur le fait que la tradition importait plus que le confort, mais sous cette image soignée vivait une hiérarchie tacite. Sandrine, ma sœur aînée, était celle vers qui la gravité penchait, celle qui avait besoin de plus de soutien, de plus d'attention, de plus de compréhension. Lorsqu'elle a épousé Julien et a eu 3 enfants, Léa, Léo et le bébé Emma, toute la maison s'est réorganisée autour de sa vie comme des planètes autour du soleil. Je ne lui en voulais pas vraiment, j'avais juste appris très tôt que dans notre famille, j'étais celle qui était capable, celle dont on attendait qu'elle s'adapte, fasse des compromis et encaisse. Si Sandrine avait besoin d'aide, je la donnais, si mes parents avaient besoin d'un service, je m'organisais, si une limite me mettait mal à l'aise, je prenais sur moi, c'était plus facile ainsi. Mais à force de trop prendre sur soi pendant trop longtemps, quelque chose finit par vous rester en travers de la gorge. Dans les semaines précédant cette réunion de famille, j'avais senti un changement, une certaine urgence dans les messages de ma mère, la façon dont elle soulignait la responsabilité familiale dans des commentaires passagers. Sandrine semblait épuisée à chaque fois que nous nous parlions, sa voix se tendait lorsqu'elle évoquait ses nuits sans sommeil et les voyages d'affaires de Julien. Pourtant, je n'imaginais pas qu'il se préparait à me ramener dans le champ gravitationnel dont j'avais passé des années à m'éloigner. Mon travail, ordinaire selon certains standards mais durement gagné selon les miens, semblait enfin stable, j'avais gravi les échelons grâce à de longues heures, des clients difficiles et des rapports interminables pour devenir l'analyste financière que j'étais fière d'être. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable, indépendante et sur la bonne voie, et cela comptait pour moi plus que tout. Alors, quand l'email intitulé « Réunion de famille obligatoire » est arrivé, j'ai supposé que c'était une autre tentative dramatique de ma mère de nous réunir pour quelque chose de trivial, comme la fois où nous avions débattu de la couleur des placards de la cuisine pendant 45 minutes. Je ne savais pas en entrant dans cette maison que tout ce que je pensais être à moi, mon espace, mes projets, ma tranquillité, allait être utilisé contre moi. Dès que je suis entrée dans le salon de mes parents, j'ai su que quelque chose clochait. Mon père faisait les 100 pas près de la cheminée, les mains jointes dans le dos comme il le faisait lorsqu'il annonçait de mauvaises nouvelles, ma mère était assise parfaitement droite au bord du canapé, les chevilles croisées, les lèvres serrées, et Sandrine était dans le fauteuil, tournant son alliance, une habitude qu'elle avait depuis le lycée chaque fois qu'elle se sentait coupable ou dépassée. « Tu es en retard » a dit ma mère au moment où je suis entrée. « Il est 11h58, ai-je répondu, la réunion était à midi. » Elle a balayé mes mots d'un revers de main comme si le temps lui-même se pliait à ses attentes. Mon père a désigné la banquette, « Assieds-toi, nous devons parler. » La pièce semblait lourde, le genre de silence qui vous donne la chair de poule. Je me suis assise, posant mon sac à main à côté de moi, attendant de voir quelle mise en scène c'était. Sandrine n'a pas levé les yeux, c'était le premier signal d'alarme. Ma mère a pris une grande inspiration, « Ta sœur a besoin d'aide. » Les épaules de Sandrine se sont tendues, « Je me noie, Camille » a-t-elle chuchoté, « Julien est tellement absent, les enfants, c'est juste trop. » J'ai hoché la tête lentement, « D'accord, de quel genre d'aide parlons-nous » Mon père est intervenu, « En tant que famille, nous nous soutenons mutuellement,
ta mère et moi pensons que la meilleure solution est que tu prennes plus de responsabilités avec tes nièces et ton neveu. Responsabilité, ai-je répété. Ma mère s'est penchée en avant, sortant une feuille de papier pliée de la table basse comme si elle avait passé des heures à la préparer, un emploi du temps simple, a-t-elle dit, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Elle l'a lu à haute voix comme un contrat, récupérer Léa à 16h30, récupérer Léo à 16h45, les ramener à la maison, superviser les devoirs, préparer le dîner, rester jusqu'à ce que Julien rentre, généralement vers 19h30, et nous aurons besoin de toi au moins 2 week-ends par mois pour un soutien complet. Ma bouche est devenue sèche, vous me demandez de faire du babysitting tous les jours ? La voix de mon père s'est durcie, nous préférons le terme aider la famille. Je travaille jusqu'à 18h ou 19h la plupart du temps, ai-je dit, parfois plus tard. Tu peux t'adapter, a-t-il répondu simplement, ton travail ne devrait pas passer avant la famille. C'était là, le mépris, la minimisation de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'avais sacrifié. Et si je ne m'adapte pas, ai-je demandé doucement. Mes parents ont échangé un regard entendu, ma mère a croisé les mains sur ses genoux, alors nous devrons reconsidérer ton loyer actuel, 800 € est bien en dessous de la valeur du marché pour la région parisienne, si tu refuses d'aider, nous l'augmenterons à un prix équitable. Mon estomac s'est noué, vous menacez d'augmenter mon loyer à moins que je ne devienne la nounou impayée de Sandrine ? Ma mère n'a même pas scié, nous te demandons de contribuer, si tu ne le veux pas, alors oui, ton loyer reflètera le taux du marché. Sandrine a finalement levé les yeux, le regard implorant, j'ai vraiment besoin de toi. Et quelque chose en moi a craqué, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais calmement, comme un fil tiré trop fort pendant trop longtemps. Je me suis levée, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Mon père a secoué la tête, nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui. Vous l'aurez, ai-je dit en franchissant la porte, mais ce ne serait pas celle qu'ils attendaient. Dès que je suis rentrée dans mon appartement, j'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle, laissant le silence m'envahir. Les voix de mes parents résonnaient encore dans ma tête, calmes, certaines, pleines de ce sentiment de droit, comme s'ils avaient déjà décidé de ma vie pour moi. Pendant quelques minutes, je suis restée là à fixer les formes familières de mon salon, le tapis doux, le fauteuil près de la fenêtre, le miroir qui captait la lumière de fin d'après-midi, toutes ces petites choses que j'avais choisies avec soin en croyant qu'elles m'appartenaient. Maintenant je savais qu'elles étaient un moyen de pression, pas une stabilité, pas un soutien, mais un levier, et cette réalisation me brûlait. Je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti mon bail, je l'avais signé il y a des années sans trop y penser, confiant que mes parents ne l'utiliseraient pas comme une arme, mais en lisant chaque ligne, les battements de mon cœur sont passés de la panique à quelque chose de plus lent, de plus froid. Ils ne pouvaient pas augmenter le loyer immédiatement, ils ne pouvaient pas l'augmenter de plus d'un certain pourcentage par an selon l'indice de référence, ils étaient légalement tenus de donner un préavis écrit de plusieurs mois, chaque menace proférée dans ce salon était du bluff. La colère qui m'a frappée alors n'était pas explosive, elle était clarifiante, aiguë, contrôlée, le genre d'émotion qui donne soudain un sens à tout. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. En quelques heures, un agent immobilier m'a envoyé des annonces qui correspondaient à mon budget. Dès le lendemain matin, j'avais pris 3 jours de congé et programmé des visites. Le mercredi après-midi, j'ai trouvé un appartement de style industriel rénové à 20 minutes de là, murs de briques apparentes, grandes fenêtres, un espace qui semblait honnête, intouché par les attentes familiales. J'ai déposé mon dossier sur le champ et le jeudi matin, la validation est arrivée. Je n'ai rien dit à personne, pas un mot. Le jeudi soir, j'ai commencé à faire mes cartons, j'ai travaillé délibérément, pièce par pièce, pliant les vêtements en silence, emballant la vaisselle dans du papier, étiquetant les boîtes d'une écriture calme, l'appartement se transformant lentement en une coquille à moitié vide. Plus j'emballais, plus j'avais l'impression de récupérer quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le vendredi, j'ai rédigé mon préavis de départ exactement comme le bail l'exigeait, pas d'émotion, pas d'explication, juste des faits. Je l'ai imprimé, signé, glissé dans une enveloppe et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le samedi matin, les déménageurs sont arrivés pile à l'heure, la pluie tapotait doucement contre les fenêtres alors qu'il emportait mes meubles, mes livres, ma décoration soigneusement choisie. J'ai traversé l'appartement une dernière fois,
nettoyant les comptoirs, lissant les plis du couvre-lit, m'assurant que tout était impeccable. Si mes parents voulaient utiliser cet espace comme une arme, ils n'auraient pas la moindre excuse pour dire que je l'avais laissé en désordre. Lorsque le dernier carton a été chargé, j'ai posé les clés sur le comptoir, je suis sortie, j'ai claqué la porte et j'ai glissé le double des clés dans la boîte aux lettres. Le temps que mes parents réalisent ce qui se passait, j'étais déjà partie. Mon téléphone s'est allumé avant même que je finisse de déballer mon premier carton dans le nouvel appartement, 10 appels manqués, puis 16, puis 23, les icônes de la messagerie vocale s'empilaient comme des panneaux d'avertissement. Je n'ai pas écouté, je n'avais pas besoin d'entendre la panique cachée de ma mère ou la colère de mon père déguisé en autorité pour savoir ce qu'ils diraient. Ils étaient allés à l'appartement, l'avaient trouvé vide et maintenant ils paniquaient. Le dimanche après-midi, j'avais bloqué leur numéro, le silence qui a suivi n'était pas paisible, pas encore, mais c'était le mien. Le mardi matin, une lettre recommandée est arrivée à mon bureau, ils avaient retrouvé mon lieu de travail. Ma poitrine s'est serrée en l'ouvrant, m'attendant moitié à des menaces, moitié à de la culpabilisation, c'était les deux, une exigence de rentrer immédiatement à la maison pour discuter de la situation familiale, suivie d'une vague déclaration sur les mesures juridiques nécessaires si je ne répondais pas. J'ai apporté la lettre directement au cabinet de Maître Renard, il l'a lue une fois, a soupiré, puis l'a relue plus lentement, comme le font les avocats quand quelque chose est à la fois ridicule et prévisible. Ils n'ont aucun dossier, a-t-il dit, je m'en doutais, mais ils montent en puissance, alors nous allons répondre. Sa lettre est partie 2 jours plus tard, un avertissement parfaitement mesuré stipulant que toute communication devait passer par lui, que toute tentative de harcèlement ou de représailles serait documentée et qu'aucune réclamation légale contre moi n'était fondée. Et juste comme ça, les appels ont cessé. Le silence cette fois semblait différent, pas le mien, le leur. Mais le chaos a une façon de s'infiltrer par les fissures. 1 semaine et demie plus tard, ma tante Véronique a appelé, j'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Ils perdent la tête, a-t-elle dit avant que je puisse parler, ta mère est furieuse, ton père est je ne sais pas, embarrassé, confus, les deux. Je n'ai rien dit, je ne lui devais pas de défense. Ils ont engagé une nounou, a-t-elle ajouté doucement, ça leur coûte une fortune. C'était là, le chaos, la conséquence. Pourtant, l'histoire n'était pas terminée. 2 semaines plus tard, Maître Renard m'a appelé dans son bureau, tes parents ont demandé une séance de médiation, il semblerait qu'ils aient aussi pris un avocat. Bien sûr qu'ils l'avaient fait, mes parents étaient du genre à détester perdre plus qu'ils n'appréciaient avoir raison. J'aurais pu refuser, mais une partie de moi voulait que tout soit acté, je voulais que la vérité soit mise à nu, pas seulement dans ma mémoire, mais dans une pièce où personne ne pourrait la réécrire plus tard. La médiation a été programmée par une froide matinée de novembre dans un centre d'affaires près du centre-ville. Je suis arrivée tôt, vêtue d'un tailleur bleu marine, les cheveux tirés en arrière, les mains stables. Maître Renard marchait à côté de moi avec l'assurance calme de quelqu'un qui avait géré des conflits familiaux bien plus laids. À l'intérieur, mes parents étaient assis d'un côté d'une longue table, leur avocate, Maître Perrin, à leur côté. Le visage de ma mère était pâle, la mâchoire de mon père était serrée, aucun des deux ne m'a regardé. Le médiateur, un homme âgé nommé Monsieur Dupuis, s'est éclairci la voix et a expliqué les règles, pas d'interruption, un langage respectueux, tout le monde aurait le temps de parler. Mon père s'est lancé le premier, nous sommes ici parce que notre famille a été fracturée par un malentendu. Un rire est monté dans ma gorge, tranchant et sans humour, mais je l'ai ravalé. Ma mère a essayé d'adoucir son ton, nous avons simplement demandé à Camille de soutenir sa sœur pendant une période difficile, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle s'enfuie. S'enfuir, ai-je répété, ma voix égale, j'ai respecté les termes légaux de mon bail et j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Nous offrions un logement abordable, a claqué mon père. Et en retour, ai-je coupé, en retour vous avez menacé d'augmenter mon loyer à moins que je ne devienne la nounou bénévole de ma sœur. Maître Perrin s'est penché en avant, mes clients regrettent la façon dont cette conversation a été perçue. Non, ai-je dit, ne réécrivons pas l'histoire, ils ont dit les mots, augmenter ton loyer si tu n'aides pas, ils l'ont dit calmement, fièrement, comme si c'était raisonnable. Les épaules de ma mère se sont tendues, nous essayons d'aider Sandrine. Et vous avez décidé que ma vie, mon temps, mon travail étaient tous négociables, pour que les siens ne le soient pas,
vous avez utilisé le loyer comme une arme, vous avez utilisé l'appartement que j'entretenais et payais comme un levier, vous ne m'avez pas demandé d'aider, vous m'avez dit que je vous le devais. Le silence s'est étendu dans la pièce, épais et inconfortable, même Maître Perrin semblait incertaine quant à la marche à suivre. Maître Renard s'est penché en avant. Ma cliente est prête à maintenir une relation, mais seulement si les limites sont respectées, pas de menaces financières, pas d'obligation de garde d'enfants, pas d'ingérence dans son logement ou sa carrière. Le visage de mon père a rougi, c'est donc ça? Vous vous attendez à ce que nous acceptions ces exigences? J'ai soutenu son regard, je m'attends à ce que vous acceptiez que je suis une adulte et que la coercition n'est pas la famille. Les yeux de ma mère se sont remplis d'un mélange de colère et d'orgueil blessé, nous voulions juste que tu sois à la maison. Il ne s'agissait pas de la maison, ai-je dit doucement, il s'agissait de contrôle. Monsieur Dupuis est intervenu doucement, concentrons-nous sur une résolution possible. Il a fallu encore 30 minutes d'aller-retour, mes parents oscillant entre attitude défensive, justification et reconnaissance réticente, mais finalement ils ont accepté. Ils respecteraient les limites, ils arrêteraient d'utiliser des leviers financiers, ils ne me mettraient pas la pression pour la garde des enfants, et tout problème futur serait abordé avec consentement, et non par attente. Maître Perrin a rédigé un court protocole d'accord, nous l'avons tous signé, ce n'était pas juridiquement contraignant au sens strict, mais c'était une trace, une ligne tracée à l'encre. Alors que nous rassemblions nos affaires, ma mère m'a enfin regardé, vraiment regardé, sa voix s'est brisée, je n'avais pas réalisé que tu te sentais piégé. Tu n'avais pas besoin de le réaliser, ai-je dit, je te l'ai dit pendant des années de sans façon, tu n'as juste jamais écouté. Mon père a parlé en dernier, alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai pris une lente inspiration, maintenant, vous gérez le chaos que vous avez créé et moi, je vis ma vie. Maître Renard a posé une main sur mon bras, me guidant vers la porte. Le couloir à l'extérieur était calme, mais les battements de mon cœur se stabilisaient à chaque pas, ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une vengeance, c'était une reconquête, et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, indéniablement libre. Le premier matin dans mon nouvel appartement semblait presque irréel, la lumière du soleil se déversait par les grandes fenêtres, réchauffant les briques apparentes, accrochant la vapeur qui montait de mon café. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules n'étaient pas tendues, personne n'attendait que je répare sa vie, personne ne chronométrait mon entrée par la porte, le calme ne semblait plus lourd, il semblait mérité. Le travail a repris son propre rythme, sans le tiraillement émotionnel constant, ma concentration s'est aiguisée, mon manager a même commenté que j'avais l'air plus légère, ce qui m'a fait rire parce que je comprenais enfin ce que cela signifiait de ne pas porter les attentes de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les conséquences de l'ultimatum de ma famille sont retombées exactement là où elles devaient être. Sandrine a engagé une nounou à temps plein, quelqu'un de qualifié, quelqu'un de payé équitablement. Mes parents ont aidé à couvrir les frais, ce qui, selon ma tante Véronique, est devenu un rappel mensuel du moment où ils avaient poussé le bouchon trop loin. Je n'ai pas jubilé, pas même en privé, mais il y avait une certaine symétrie poétique à les regarder absorber la responsabilité qu'ils avaient essayé de me refiler. Lorsque j'ai finalement retrouvé Sandrine pour un café, la conversation a semblé humaine à nouveau, pas de manipulation, pas de désespoir, juste deux sœurs essayant de reconstruire quelque chose d'honnête. Je ne me suis pas proposée pour faire du babysitting, elle n'a pas demandé, et cela seul montrait à quel point les choses avaient changé. Le dîner avec mes parents a eu lieu des semaines plus tard dans un restaurant neutre, c'était gênant au début, mais civil, prudent, presque fragile. Ils m'ont posé des questions sur mon nouvel appartement, mon travail, ma routine, j'ai répondu, mais avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. Notre relation n'était pas guérie, pas entièrement, peut-être jamais, mais elle n'était plus construite sur l'obligation, et c'était suffisant. Avec le recul, disparaître n'était pas un acte de rébellion, c'était un acte de survie. Poser des limites n'a pas détruit ma famille, cela a révélé ce qui était déjà brisé et ce qui pouvait enfin être reconstruit. J'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle déguisé en tradition, et personne ne mérite de vivre sous ce poids. Si vous vous êtes déjà senti coincé par les personnes qui étaient censées vous protéger, sachez ceci, se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Si cette histoire résonne en vous, partagez vos pensées dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner, il y a d'autres histoires à venir et vous ne voulez pas manquer la prochaine.